Quand j'étais petit, comme la plupart des enfants, je me posais plein de questions, je m'enthousiasmais. Et surtout, comme Marthe, notre dernière fille, je pensais que je deviendrais grand comme un baobab ou comme un kaori de Nouvelle-Zélande. Et puis, comme la plupart des enfants, je suis devenu plutôt bonsaï que baobab. Alors, un bonsaï de concours, performant, efficace, mais un bonsaï quand même taillé soigneusement chaque jour par le système pour rentrer dans le moule et surtout pas en sortir. Alors ça a des avantages d'être bonsaï, et du coup j'ai gravi les échelons et je me suis retrouvé à 38 ans, directeur général d'une filiale d'un grand groupe de communication, mais dont je n'étais pas bien sûr que je voulais que mes enfants en consomment les produits. Mais ça faisait 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, il y avait un bon salaire, c'était intéressant. Voilà. Alors il y avait bien une petite voix qui me disait régulièrement, mais pourquoi tout ça ? J'avais du mal à lui répondre autrement que comment. J'essayais d'être un manager un peu attentif à l'être humain, ouvert. Mais il y avait une incohérence, et cette incohérence, elle grandissait avec les années, et elle était inconfortable. Je suis sûr que ça doit parler à certains. Et puis il y a eu un premier déclic. J'ai découvert l'importance pour un manager du savoir-être. Puis je me suis formé et j'ai fait un exercice que je vous recommande. Cet exercice, il consiste à se projeter honnêtement sur 3 axes. L'axe de la carrière professionnelle, l'axe de la vie familiale et conjugale, l'axe de la santé. À 1, 5, 10 ans. Alors j'ai fait l'exercice, je me suis projeté. D'abord dans un scénario business as usual. Je continue à grimper les marches. Et là, j'ai été surpris. Là, je me suis vu, quand je regardais les choses honnêtement, je me suis vu assez rapidement plafonner. Me taper la tête, en fait, contre le plafond avec ces incohérences qui commençaient à se manifester de plus en plus. Et puis, du côté santé et du côté familial, c'était la même chose. Il y avait un assèchement qui avait commencé et qui risquait de s'accélérer. Je le voyais, je le sentais bien. À l'inverse, si je me repositionnais, ne serait-ce qu'un petit peu, vers une vie qui porterait un peu plus de sens, je ne savais pas du tout comment, j'entrevoyais une autre vie qui me faisait danser de joie rien que d'y penser. Une vie de leader non plus classique comme j'étais, de leader centré sur la performance, l'efficacité, la rentabilité, mais de leader éthique. Leader éthique, c'est tout simplement un leader centré sur la satisfaction des besoins fondamentaux de l'être humain. Et là, pour la première fois, je me disais, mais oui, peut-être je peux trouver une réponse non seulement au comment, qu'il ne faut pas perdre, mais au pourquoi. Et puis il y a eu un deuxième déclic en faisant ces formations au leadership éthique. Peut-être le plus important, c'est quand j'ai retrouvé mon ressenti. Avec les années, j'avais une bonne agilité mentale, calcul, analyse, mais j'avais perdu mon intuition. C'est-à-dire que quand j'avais pas le temps ou pas les chiffres pour analyser, je ne savais plus décider. J'avais plus l'intuition. Et ça me frustrait, ça me handicapait même dans certaines situations. Et puis en travaillant sur moi, j'ai accepté en fait d'accepter de peut-être pas être premier de classe dans toutes les matières, et en tout cas pas dans celle-là. Et comme par hasard, c'est revenu. Et c'est revenu un jour bien particulier, que j'oublierai pas, dans un exercice tout simple de méditation où je me suis vu en forêt, une forêt coupée à blanc, coupée rase, et je marchais tranquillement. Et au fur et à mesure que j'avançais, les arbres qui avaient été coupés se relevaient et me suivaient. Et plus ils se relevaient, plus d'autres les suivaient. Alors, à l'instant, je me dis, mais t'as fumé la moquette. Mais je n'ai pas censuré, j'ai laissé. J'ai accepté tel que c'était. Et les choses se sont enchaînées. Assez rapidement, 3 semaines après, tout début juin 2005, je me suis retrouvé en forêt avec mon père, dans une forêt que son père, à lui, forestier, et quelques autres collègues forestiers avaient racheté dans les années 50 pour éviter qu'elle continue à se fragmenter, comme toutes les forêts françaises. Il faisait beau, il y avait des biches dans les allées, on a parlé cœur à cœur, comme je crois, c'était jamais arrivé, en tout cas pas depuis la petite enfance. Et je me suis senti à ma place, complètement, physiquement, tous les niveaux de ma personne. J'aurais pas su vous l'expliquer, mais je me suis senti à ma place. Et puis 15 jours après, j'étais au Canada, et là, l'inverse. Des amis me font voir un documentaire qui s'appelle « L'erreur boréale » et qui montre, ce documentaire,
qu'au-delà des 200 mètres réglementaires, 200 mètres d'une route ou d'un lac dans lesquels on n'a pas le droit de couper une forêt, au-delà, la forêt a été coupée 1 fois, 2 fois, 3 fois à blanc dans les 50 dernières années. Et elle ne repart pas, ou très mal. Et donc, le Québec, qui pour moi était le temple de la nature, je découvrais que lui aussi, il était déforesté. Et là, je me suis dit, stop, t'arrêtes de réfléchir, de penser, tu fais quelque chose, et tu fais quelque chose à grande échelle. Alors, je suis rentré en France, j'ai dit à ma femme, écoute, mon boulot, ça sent un peu le roussi avec ses incohérences, moi, voilà, je veux faire quelque chose pour la forêt. Et là, à son tour, elle a dû penser, oh là, il a fumé la moquette. Mais elle a eu assez d'amour pour ne pas me le dire, et peut-être aussi assez de sagesse pour me dire, donne-toi 6 mois, tu verras si un jour on peut peut-être en vivre aussi, puisqu'on a 5 enfants et que voilà, on n'a pas de trésor enterré dans le jardin, et donc il faut remplir le frigidaire de temps en temps. Donc, je suis parti rencontrer des forestiers, des paysans, des ONG, des entreprises, des scientifiques, des institutions, et très vite, c'est développer une vision pour mon projet. Une vision, c'est pas une illumination. Une vision, c'est ce que tu vises, que je visais et que je vise toujours. Voilà, là où je veux arriver. Cette vision, c'est la suivante. La forêt est indispensable à la vie. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Nous ne pouvons pas vivre, nous ne pouvons pas respirer sans la forêt. Nous ne pouvons pas boire sans la forêt. La moitié des grandes villes du monde dépendent de la forêt, à commencer par Paris, pour leur approvisionnement en eau. Nous dépendons de la forêt pour manger. 40% de ce qui est mangé est pollinisé par des insectes qui, pour la plupart, naissent en forêt. Nous dépendons de la forêt pour nous soigner. La moitié des médicaments anti-cancer viennent de la forêt. Donc, indispensable, il n'y a pas de substitut. Il n'y a pas de technique pour remplacer la photosynthèse ou la biodiversité. Ça n'existe pas. Tout le monde est d'accord. Et pourtant, la forêt disparaît à vitesse grand V. Un stade de foot tous les 3 secondes. On parle souvent de la Grèce, je vais vous en parler différemment. L'équivalent de la surface de la Grèce disparaît en forêt chaque année et ne reviendra que très partiellement. Ça ressemble à un suicide collectif inconscient. Il y a 2 raisons. La première, elle est économique. La forêt disparaît quand elle est remplacée par quelque chose qui rapporte plus. De l'élevage, du soja en forêt amazonienne, des palmiers à huile en Indonésie. Ou alors elle est remplacée quand c'est la seule source d'énergie. 80% des gens qui habitent au sud du Sahara, en Afrique, n'ont accès qu'au bois comme source d'énergie. Donc on ne peut pas leur en vouloir. La deuxième raison, c'est que ça fait 80 millions d'années, pendant 80 millions d'années, avant de devenir des êtres humains, nous avons vécu dans les arbres. Et puis depuis que nous sommes êtres humains, nous vivons à l'abri des arbres. Sauf que depuis 40 ans à peu près, pour une bonne partie d'entre nous, nous vivons hors sol. Et nous avons oublié que nous dépendons de la forêt. C'est aussi bête que ça. Alors ma vision, elle est simple. Elle est remettre la forêt dans l'économie de l'homme, au sens de la gestion, de l'administration de la maison, au sens originel de l'économie. Il faut que la forêt améliore les conditions de vie des gens, retrouve l'éthique, améliorer les besoins fondamentaux de l'être humain. Et puis le deuxième pilier de la stratégie, c'est planter des graines, pas simplement dans le sol, mais dans le cœur des hommes pour que cette évidence revienne, cette reconnexion se fasse, que ce lien se refasse. Alors en 2005, j'ai créé une entreprise à vocation sociale qui s'appelle Kinome, ça veut dire l'œil de l'arbre en japonais. Et avec plein de partenaires, nous montons des projets de reforestation au service, par et pour les populations locales, avec des ONG locales, des communautés locales, des institutions, des laboratoires scientifiques, des entreprises, des particuliers. On a besoin de tout le monde. Et puis nous faisons de la recherche appliquée pour mieux comprendre les bienfaits de la forêt et pour mieux la valoriser. À date, nous avons planté et protégé 2,5 millions d'arbres, mais évidemment, ça ne suffit pas. Et donc, pour démultiplier, en 2010, nous avons lancé un mouvement qui fédère des projets de reforestation. Ça s'appelle Forest and Life. C'est en anglais parce que ça se veut à vocation mondiale, avec une priorité dans la bande intertropicale, parce que c'est là où la forêt part le plus vite et là où elle a le plus d'impact global sur l'humanité. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas importantes. Forest and Life, avec un objectif qui est de planter et protéger, ça ne sert à rien de planter l'arbre s'il est mangé par la chèvre, planter et protéger 15 milliards d'arbres à l'horizon 2018 et chacune des 10 années suivantes. Alors vous allez encore vous dire, il a fumé la moquette. Non, c'est ce dont il y a besoin, et c'est très sérieux, pour revenir au couvert forestier de 1960, avec 4 fois plus de population
Donc c'est le minimum syndical. Et il y a deux façons de voir les 15 milliards. La première, c'est de dire c'est énorme. Oui, c'est énorme. L'autre façon, c'est de dire mais on est combien sur cette planète? On est 7 milliards. Et si au lieu de prendre la forêt comme le problème, la forêt devient la solution à une meilleure vie, la solution à une meilleure alimentation, la solution à un meilleur accès à l'eau, etc. Si ça devient l'intérêt de tout le monde de planter et de protéger des arbres, c'est pas difficile de planter. Quelqu'un qui a $1 par jour va trouver une graine, un petit morceau de bouse de vache, un peu de sable, un peu de terre, un peu d'eau, et planter. Mais il faut que ça améliore sa vie et qu'il ait ou qu'elle ait conscience de cette importance. C'est pour ça que nous avons créé Forest and Life. Vous pouvez tous y participer. En parrainant des arbres, en plantant chez vous, ailleurs, en emmenant les enfants en forêt, en apportant votre connaissance. C'est l'affaire de tout le monde. Alors avant de vous quitter, j'ai envie de vous faire un petit cadeau. Wangari Maathai, prix Nobel de la paix 2004, disait aux femmes kenyanes avec lesquelles elle a passé sa vie à planter des arbres, elle leur disait « Si tu plantes un arbre, tu peux faire beaucoup plus. Si tu plantes un arbre, tu peux œuvrer pour les droits de la femme, tu peux œuvrer pour la démocratie, tu peux changer le monde. » Les gens que vous aimez vraiment, et vos enfants en particulier, mais tout le monde, donnez-leur la possibilité au moins de planter un arbre, de mettre la main dans la terre, de rentrer en contact physique avec la forêt. Vous leur donnerez une occasion extraordinaire de se reconnecter avec la nature. Et beaucoup plus que ça, vous leur redonnerez l'opportunité de prendre conscience de leur potentiel de création infinie. Vous leur rappellerez que ils sont, nous sommes, vous êtes tous des baobabs. Merci.